Bonjour Émile. Bonjour. Avant de commencer, est-ce que tu peux me dire comment on fait pour devenir rabbin et à quel moment on le décide? Alors, à quel moment on le décide, ça dépend de chacun. Personnellement, c'est mon épouse qui m'a dit tu devrais être rabbin. Je vois que tu as un talent, un certain talent pour l'étude juive et pour l'enseignement, tu devrais être rabbin. Je lui ai dit toi, t'as qu'à être rabbin. C'est-à-dire, je suis d'accord de le faire, mais je le fais avec toi. Et c'était un pari qu'on s'est un petit peu lancé tous les deux. Un pari assez fou. Et on est allé aux États-Unis, on s'est choisi une école, en fait une école qui correspondait à notre idéologie religieuse aux États-Unis, qui Ok. s'appelle l'orthodoxie moderne. Ok. Et on est allé se former là-bas pour être rabbin. Et on est revenu et on a créé notre propre synagogue. Magnifique. C'est pas un parcours typique, d'un rabbin. C'est quelqu'un qui sort de l'école et un responsable placement de l'école rabbinique qui va l'envoyer passer des entretiens d'embauche dans une synagogue qui recherche des rabbins. Nous, étant donné qu'on a importé un courant qui n'existait pas encore en France, on a dû créer notre propre synagogue, lever nos propres fonds, ce qui nous a valu le surnom par certains de Startup Rabbis, qui est, je pense, assez représentatif, même si on essaye de sortir un petit peu de ce modèle pour devenir un petit peu plus établi. Donc en fait, c'est une démarche qui est en fait de ton côté plutôt une démarche libérale et un projet de couple, un projet d'amour en fait. Alors, je ne sais pas ce que tu entends par projet libéral, mais c'est effectivement un Une, projet une de… démarche en tout cas, tu es sorti du cadre traditionnel du parcours normal qui t'amène à être rabbin de l'école au prêche quoi. Exact. En fait, avec mon épouse, on a fait un simple constat. Nous ne trouvons pas de communauté qui nous convienne. Nous ne trouvons pas de communauté qui soit à la fois vraiment portée sur l'étude des textes, sur la pratique des commandements, mais qui soit ouverte aux problématiques modernes, notamment, mais pas que, la place des femmes dans la synagogue. Et ma femme est la première femme rabbin du mouvement orthodoxe qui officie en France aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a dû sortir un petit peu des sentiers battus, des cadres établis pour pouvoir faire notre propre projet. Et donc ça, c'est vraiment le cadre moral, philosophique de l'école américaine dont tu parlais, c'est ça? On est allé choisir une école en particulier qui correspondait à cette Hmm. idéologie religieuse. Mais il y a plein de courants dans le judaïsme et chaque personne qui veut devenir rabbin va dans l'école qui correspond à son courant. Hmm. Et là, donc aujourd'hui, tu pratiques au sein de ta synagogue à Paris, en France. Et qu'est-ce que tu sens du climat des fidèles et des gens qui viennent t'écouter, viennent te parler? Alors, tout le monde s'accorde à dire que le 7 octobre a été vraiment un grand déclencheur dans l'angoisse existentielle des Juifs de France et des Juifs du monde, simplement parce que ce qu'on peut ne pas vraiment percevoir quand on n'est pas juif de l'extérieur, c'est que nous sommes habités, mais depuis des millénaires maintenant, par cette angoisse existentielle. Cette idée que le peuple juif est voilà, attaqué et qu'il peut disparaître à tout moment. Et je pense que le 7 octobre, cette attaque est d'une grande envergure, où chacun a un proche, un ami, une connaissance qui a été touché de près ou de loin par cette attaque, eh bien, ça a réveillé chez ces personnes-là ce sentiment de nous sommes attaqués, nous sommes en danger. Et donc, il y a eu une levée de boucliers, de solidarité aussi, mais ça a donné lieu peut-être parfois à un enfermement, en tout cas un premier réflexe d'enfermement, parce qu'on était justement en danger. Donc ça, cet enfermement-là, alors dans ce que tu dis, il y a plein de choses, mais cet enfermement-là, tu le ressens très fort de la part des gens qui te parlent et des traditionalistes, comme tu disais avant qu'on commence l'interview, qui ont cette recherche mystique et ont besoin d'un rabbin avec lequel, ou de rabbins avec lesquels discuter. Au lendemain du 7 octobre, les fidèles qui sont venus me parler en premier sont des fidèles qui sont venus me demander de mettre des caméras de sécurité à l'époque dans notre synagogue. C'est-à-dire, la première chose à laquelle on pense, c'est la sécurité pour nous et pour nos proches. Et nous, en tant que juifs, on a une longue mémoire qui date pas juste de la Shoah, qui ne s'arrête pas à la Shoah, mais qui date de bien avant. Chacun a des proches qui ont vécu des persécutions ou dont les ancêtres ont vécu des persécutions depuis des centaines et des centaines d'années. Et donc, on pense d'abord à ça. On veut d'abord s'assurer qu'on ne va pas subir encore une fois une vague d'antisémitisme. Et ce qui a choqué beaucoup de juifs, c'est que quand bien même il y a eu au niveau de certaines institutions, au niveau du pouvoir, des bonnes réactions de soutien, pas à Israël en tant que gouvernement, mais au peuple israélien qui venait de subir une attaque atroce, on a aussi l'impression que dans d'autres parties de la société, notamment les associations, les organisations de gauche de soutien à la Palestine, pas simplement un refus de condamner les massacres, mais presque une glorification ou
cette idée de il l'avait bien finalement cherché, quelque chose qui est un discours qu'on ne développe pas du tout sur d'autres victimes de racisme, de discrimination ou de viol, mais que pour les juifs, et c'est pour ça que nos oreilles en tant que juifs ont sifflé, on a l'impression qu'il y a un double standard qui directement s'est appliqué en disant peut-être qu'il finalement il y avait quand même, il avait bien cherché, peut-être que finalement c'est aussi un petit peu de leur faute. Et ça, c'est pas un discours qui était audible pour les juifs et ça a aussi ça a aussi eu pour effet de se prendre du recul sur la société environnante et de se dire, encore une fois, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Parce que l'histoire des Juifs de France et l'histoire des Juifs du monde, avec les gouvernements, avec la société, c'est aussi une longue histoire d'amour-haine, d'amour, d'intégration, mais aussi d'abandon. Et ça réveille beaucoup de ces choses-là, beaucoup de ces traumas qui sont vraiment inscrits dans notre ADN. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire passer comme message. Qu'on n'est pas en train de se victimiser, on n'est pas en train d'être les sionistes pleurnichards comme j'ai pu voir dans certains commentaires antisémites. On est en train de vous dire ce qui se passe en ce moment fait écho à notre longue histoire. On l'a déjà vécu et quand on lit les récits du 7 octobre, les gens qui se cachent dans les greniers, ça réveille quelque chose en nous. Ça réveille les récits de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, l'histoire n'a pas commencé en 1948. Il y a quelque chose qui se joue quand des Juifs sont tués qui est bien plus profond que ça. Et peut-être que dans ce repli que tu décris après le 7 octobre, ce repli protecteur que tu décris, peut-être qu'un des prolongements de ce repli, c'est notamment Israël, qui est l'État juif, l'État qui accueille et qui protège les Juifs. Et peut-être qu'au sein de la communauté, certaines et certains qui étaient jusqu'à maintenant un peu éloignés au moins du projet politique actuel d'Israël, se sont sentis peut-être obligés d'y adhérer ou en tout cas d'y prendre part ou de le soutenir. C'est ça qui est effectivement très ironique finalement de la part notamment des mouvements pro-palestiniens antisionistes qui se revendiquent contre l'existence de l'État d'Israël actuel. C'est que pour beaucoup, leurs actions vont au contraire faire monter le sionisme au sein de la communauté juive qui se disent la première répercussion, c'est que nous, en tant que juifs, on n'est pas en sécurité en France. Et ça, c'est quelque chose de très important quand on regarde juste les effets concrets finalement des prises de parole, de certaines actions, de certains mouvements de solidarité avec la Palestine, c'est qu'au niveau de la situation en Israël-Palestine, il n'y a pas grand-chose qui va changer. On a toujours des massacres et un gouvernement israélien d'extrême droite en place. Par contre, en France, ce qui se passe, c'est que des juifs dans les universités, des juifs dans leurs actions quotidiennes, que ce soit en France ou aux États-Unis d'ailleurs, sont discriminés, sont insultés et ne se sentent plus du tout en sécurité pour certains qui sont même agressés. Est-ce que toi, tu as déjà été en Israël? Oui, aujourd'hui, la majorité de la communauté juive qui est impliquée dans les communautés ont des proches en Israël, ont de la famille, ont des amis, ont fait des voyages là-bas. C'est quelque chose qui fait partie de notre histoire. C'est la moitié aujourd'hui des juifs du monde qui habitent en Israël. Une partie de l'histoire juive se passe en Israël et c'est pour ça que nous ne sommes pas prêts à renoncer à ce projet. Il ne faut pas se jeter bébé avec l'eau du bain, quand bien même beaucoup de juifs sont en fait solidaires des Palestiniens, de la souffrance palestinienne, veulent une solution politique, un cessez-le-feu, une solution à deux États, une solution pour que les Palestiniens aient le droit de vivre et le droit d'avoir les mêmes droits que tous les autres citoyens du monde. Mais nous ne sommes pas prêts à renoncer à ce qu'est l'État d'Israël actuel aujourd'hui, qui est toujours un État refuge pour les Juifs, quand bien même je me sens français et pour rien au monde je quitterai la France. Je ne peux pas faire semblant et je ne peux pas faire comme s'il n'y avait pas 7 millions de Juifs aujourd'hui en Israël. Est-ce que tu en veux à Jean-Luc Mélenchon de ce flou que tu décrivais tout à l'heure, de cette manière de légitimer ce qui s'est passé le 7 octobre, que tu appelles, j'imagine, pogrom, ou pas, on peut en parler du coup. Et est-ce que tu lui en veux à lui personnellement? Est-ce que tu en veux plutôt à la manière dont le débat se polarise et se structure? J'ai pas envie d'aller sur le terrain de je lui en veux. Par contre, pour le cas de Jean-Luc Mélenchon, très précisément, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup entendu de la part de ses défenseurs qu'on essayait de le museler avec des accusations d'antisémitisme parce qu'il était solidaire de la Palestine. Or, il y a une liste longue comme le bras de propos qui n'ont aucun rapport de près ou de loin avec le mouvement de solidarité avec la Palestine qui sont antisémites.
Et nous, ce qu'on reproche aux personnalités proches de Mélenchon, parce que Mélenchon, c'est un cas perdu, on n'a même plus d'espoir aujourd'hui, les Juifs de France, pour cette personne-là, mais ce qu'on reproche à son entourage, c'est de ne pas avoir été capable de mettre un stop quand il y a eu, non pas un, ni deux, mais une dizaine de commentaires antisémites qui, encore une fois, ne parlent pas du tout de la Palestine. On a des commentaires antisémites sur Éric Zemmour qui serait raciste parce qu'il reproduit des schémas culturels liés à son judaïsme, donc il est raciste parce qu'il est juif. On a eu des propos antisémites sur le peuple déicide, c'est Jésus qui aurait été mis sur la croix par les juifs. Plein De la part de propos Jean-Luc Mélenchon? de la part de Jean-Luc Mélenchon lui-même D'accord. sur les médias. Et ça, il y a vraiment des longues listes qui existent. Vous pouvez les voir aujourd'hui, elles sont médiatisées. Pendant des années… Alors souvent, il le fait sur un angle très, très subtil, c'est-à-dire qu'en fait, plus que d'avoir des propos antisémites directs, il joue sur des déclarations qui peuvent être lues un peu à double tranchant ou en tout cas voilà, de façon un peu subtile. Alors parfois, il essaye de jouer sur l'ambiguïté, mais parfois, encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a beaucoup de militants qui ont crié un petit peu dans le vide pendant des années et finalement, maintenant, on a accès très facilement à ces listes de ces déclarations. J'invite chacun et chacune à aller le voir. Ce sont des déclarations qui n'ont pas de rapport avec le mouvement de solidarité avec la Palestine. Ensuite, les mouvements de solidarité avec la Palestine ont leurs propres problèmes, ce qui est qu'il est très divers. Ces mouvements-là sont très divers et en leur sein, il y a beaucoup de collectifs différents. Et j'étais très surpris, je racontais ça sur Twitter il n'y a pas longtemps. À ma fenêtre, je vois une manifestation pour la Palestine passer et je vois des personnes qui disent 2 États, une solution pour les 2 peuples, coexistence, paix. Et je me suis dit, mais je peux aller les rejoindre en fait. Ce discours me va particulièrement bien. Je suis solidaire des Palestiniens et j'ai ma place en tant que juif dans les cortèges qui ont ce discours. Et ensuite, j'attends quelques minutes et je vois les cortèges d'autres organisations comme Urgence Palestine, Euro-Palestine, etc., qui eux ont finalement des slogans beaucoup plus belliqueux, résistance, vive l'intifada, etc. Et là, je me dis, ah non, en fait, j'ai pas ma place, puisqu'il y a encore beaucoup de collectifs qui justifient ou minimisent le massacre de juifs en Israël. Alors, sur la solution à 2 États, c'est un projet que tu défends. Tu l'as dit à plusieurs reprises là. Est-ce qu'il te semble réaliste ou un peu utopique à ce stade? Je pense que la résolution du conflit en tant que tel est utopique. Par contre, on n'a pas le choix que de prier et d'œuvrer pour cette utopie-là, puisqu'il n'y a pas d'autre alternative. Je ne veux pas une alternative dans laquelle le peuple palestinien est massacré et nettoyé ethniquement. Je récuse aujourd'hui l'accusation de génocide. Je pense qu'il n'y a pas d'intention génocidaire de la part du gouvernement israélien, mais ça n'enlève strictement rien à l'horreur des massacres des populations civiles, qui durent maintenant depuis beaucoup trop longtemps. Et de l'autre côté, on ne va pas faire comme s'il y avait énormément d'acteurs aujourd'hui du côté palestinien qui sont en mesure d'apporter des solutions de paix. Du côté israélien, c'est pareil, ils ne sont pas entendus parce qu'ils ont besoin de sécurité. Et aujourd'hui, on ne voit pas à court terme comment garantir la sécurité du peuple israélien. Et c'est le peuple israélien et le gouvernement israélien qui a l'avantage en termes juste du terrain. Et donc, la solution à 2 États, la solution à 1 État, l'État binational, moi, je suis personne, je suis français, je suis personne pour les dicter aux Israéliens et aux Palestiniens ce qu'ils doivent faire en tant que la solution qui va régler le conflit. Par contre, ce que je peux faire, c'est essayer de relayer les personnes qui ont des messages de paix et condamner ceux qui sont un obstacle à cette paix-là en France et ailleurs, qui sont des personnes qui ont encore une fois des slogans qui glorifient la guerre, qui glorifient la violence, qui prônent des solutions qui sont absolument impraticables ou génocidaires de l'autre côté, c'est-à-dire une expulsion de 7 millions de juifs de la Palestine, c'est pas possible, on dit ils vont pas faire leurs valises, ou alors le fait de ne donner aucune garantie de sécurité, puisque d'un côté comme d'un autre, on ne veut pas qu'il y ait de massacres qui continuent. Alors cette utopie-là, qui est une utopie au moment où on parle présentement en fonction des forces locales, elle est en fait, elle pourrait être travaillée, remodelée à partir de chez nous. C'est-à-dire que avec un soutien différent des États-Unis, un soutien différent de l'Europe, de la France, etc., ça peut changer très vite et une solution politique peut être quasiment imposée, ou en tout cas le fait de rechercher une solution politique et de changer de braquet ou en fait de renverser la table. Est-ce que ça, tu sens que, en fonction des engagements des uns et des autres ici, l'espoir de participer à ce changement-là existe? Alors la formulation est intéressante. En termes
J'ai bien reformulé. L'opposition est toujours dans l'opposition. Donc que ce soit pour les retraites ou que ce soit pour d'autres politiques, on sait que le gouvernement fait ce qu'il veut faire et il répond très peu finalement à la pression du peuple et très peu à la pression d'organisations qu'il perçoit comme étant pas dans son camp politique. Donc est-ce qu'il y a un effet plus ou moins grand du fait d'un mouvement global de solidarité avec la Palestine? Je ne sais pas. Par contre, est-ce que j'entends de la part de ces mouvements-là une volonté de participer à la solution? Oui. Encore faudrait-il savoir de quelle solution on parle. Et nos oreilles sifflent encore une fois en tant que juifs quand on a l'impression que les solutions posées sont juste de renverser le rapport de force et auquel cas elles ne nous satisfont pas non plus puisqu'on a aussi des proches, on a des amis et on ne veut pas remplacer un massacre par un autre massacre. On aimerait qu'il y ait une solution qui garantisse la sécurité des deux peuples une bonne fois pour toutes. On sent dans la manière dont tu appréhendes tes différentes réponses jusqu'à maintenant une grande vigilance, une grande précaution sur le choix des mots et la façon dont tu structures ton discours. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te sens un peu tiraillé entre la communauté que tu représentes en tant que rabbin et des convictions politiques ou en tout cas une idée de l'humanisme qui est développée au-delà de la mystique? Ce qui est logique, c'est qu'on se sent toujours plus proche des personnes qui nous ressemblent. C'est un sentiment humain. Donc évidemment, je m'identifie d'abord aux Israéliens, d'abord aux Juifs, qui sont des gens qui me ressemblent, que je connais. La question, c'est comment passer outre, pas passer outre, passer. La question, c'est comment passer au-delà justement de cette première instinct humain et essayer de travailler avec ce qu'on va appeler le camp d'en face, essayer de ne pas déshumaniser le camp d'en face. Et je pense que c'est là que tout se joue aujourd'hui dans les sphères politiques. On a vraiment du mal à se faire entendre quand on est en train de dire c'est pas que je suis avec ou contre vous, c'est que je pense qu'il faut humaniser d'abord pour entamer un dialogue qui ne soit pas un dialogue de sourds dans lequel chacun est enfermé dans des postures binaires et radicales. Et donc, pour certains, je ne vais pas être assez sioniste dans le sens où je ne soutiens pas assez Israël quand je dis qu'il faut forcer peut-être le gouvernement d'une certaine manière à s'asseoir à la table des négociations, quand je dis que les Palestiniens ont le droit de vivre, qu'aujourd'hui c'est un peuple et qu'il faut bien trouver une solution qui ne se finisse pas par un nettoyage ethnique ou encore des massacres. Et de l'autre côté, je ne suis pas assez antisioniste quand je dis le peuple juif a le droit d'exister sur cette terre. Il y a la moitié du peuple juif aujourd'hui en Israël. Ils ne vont nulle part et ils ont le droit d'avoir une terre dans laquelle on garantisse des droits et dans laquelle surtout on ne le remet pas en position de minorité comme ça a été le cas pendant ces 2 derniers millénaires, puisqu'on sait que quand les juifs sont une minorité, que ce soit dans un État chrétien ou un État musulman, eh bien ils sont à la merci finalement de la majorité et trop souvent ça c'est mal fini pour nous. Et là, est-ce que tu te sens seul à porter cette voix en tant que juif en France? Pas seul, mais les personnes qui sont à mes yeux nuancées, qui développent un discours de dialogue et un discours d'humanisation des deux côtés sont trop peu. Parce qu'aujourd'hui, ce qui marche aujourd'hui, c'est la polarisation. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est de crier plus fort que les autres. Et c'est surtout d'avoir une posture très radicale de pureté militante. Et toute personne qui ne va pas avoir cette posture radicale est tout de suite soupçonnée de pactiser avec l'ennemi, de ne pas être assez de ce côté ou de l'autre. Et j'ai des amis militants et militantes qui se sont fait sortir de leurs organisations parce que justement, ils apportaient un discours de nuance et d'humanisation d'un côté ou d'un autre. Et je trouve ça très très dommage. Et est-ce que tu crois que cette liberté que toi tu as, elle est due au fait que tu sois rabbin et au crédit et à la légitimité que t'apportent les fidèles qui te font confiance pour penser, réfléchir et porter cette parole? Alors je ne prétends pas représenter le peuple juif dans son ensemble. Je ne prétends pas avoir une grande figure d'autorité. Par contre, il me semble qu'à mes yeux, la posture de rabbin est une posture qui est aussi morale et qui n'est pas que là pour des questions d'ordre strictement cultuel, mais que la religion nous impose d'avoir parfois une parole qui va porter sur les débats de société actuels, une parole qui doit humaniser, qui doit pousser les gens à se remettre en question dans leur morale, dans leur éthique personnelle. Et je vois trop de gens autour de moi, que ce soit dans les médias, dans les discours politiques, qui ne font pas ce travail à mes yeux et j'essaie d'apporter simplement ma petite pierre à l'édifice, mais vraiment très modeste.
Qu'est-ce que tu dis aux militants pour la défense des Palestiniens qui demandent par exemple que la France arrête de livrer des armes comme Macron l'a promis là récemment, sauf les systèmes défensifs? Est-ce que pour toi c'est une bonne idée ou il ne faut surtout pas aller dans cette direction? Je ne connais pas assez les conséquences possibles géopolitiques d'un tel embargo sur les armes, euh, mais en tout cas que Israël puisse assurer sa défense pour moi est extrêmement important. Le fait qu'il n'y ait pas de missiles qui tombent régulièrement sur Israël, c'est parce qu'ils sont le fait qu'il n'y ait pas de missiles qui tombent sur Israël, c'est parce qu'ils sont interceptés par un système qui s'appelle le dôme de fer, qui est quand même extrêmement performant. Et ça, pour protéger les miens, j'espère qu'il va continuer à exister et à être perfectionné. Par contre, s'il y a des solutions qui permettent d'arrêter la guerre et de forcer le gouvernement aujourd'hui d'extrême droite à faire un accord pour retrouver les otages et arrêter le massacre en Palestine, eh bien, effectivement, je suis pour. Est-ce que c'est un embargo sur les armes qui va permettre de faire ça? Si oui, eh bien, je l'espère. Sinon, je ne sais pas. Oui, ça peut, ou alors la voie diplomatique, en tout cas, n'importe quel levier politique peut aider, comme tu dis. Tu parlais juste précédemment du gouvernement d'extrême droite à l'œuvre actuellement en Israël. Est-ce que toi, tu as vu récemment la société israélienne changer et si oui, comment? Et est-ce qu'il y a là, sur ce point, un espoir d'un basculement politique dans cet État démocratique? Pour comprendre pourquoi Netanyahou est resté en place si longtemps, il faut comprendre qu'il a vendu au peuple israélien la sécurité. C'est-à-dire que les Israéliens avaient besoin de vivre leur vie normalement, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, puisque ça donnait lieu à une forme d'ignorance de ce qui se passait de l'autre côté du mur. Mais c'est pour ça qu'il a réussi à garder la société israélienne. Puisque avant, il y avait une gauche qui était beaucoup plus forte, mais cette gauche-là était extrêmement déçue, cette gauche-là a perdu beaucoup de pouvoir politique et médiatique du fait de l'incapacité à arrêter les attentats. À partir du moment où il y a eu énormément d'attentats suicides pendant l'intifada, enfin les deux intifadas en Israël, eh bien, le peuple israélien a décidé de se tourner vers la droite aussi par un réflexe de survie. Je ne dis pas que c'était un bon choix, je dis que c'était le mécanisme d'une société qui se sent en danger, c'est forcément le repli. Et là maintenant, Netanyahou, alors qu'il a énormément de bagages en termes d'affaires qui sont derrière lui, d'affaires de corruption, il est toujours en place parce qu'il s'accroche à son poste et il pense qu'il peut continuer à vendre la sécurité au peuple israélien. Il y a un petit basculement dans la société israélienne de personnes qui disent ça suffit, il faut un accord pour libérer les otages, mais il y a effectivement un glissement de la société israélienne vers la droite qui est documenté depuis des dizaines et des dizaines d'années, et ce glissement-là ne peut s'arrêter que s'il y a des acteurs des deux côtés qui émergent pour la paix, et c'est notre rôle à nous de les faire émerger et de leur donner de la force. Mais plus on va donner de la force des deux côtés, encore une fois, aux acteurs qui sont polarisants et qui ont des discours violents, belliqueux, plus ça va en fait renforcer l'extrême droite israélienne et ça ne va pas permettre à une gauche qui veut faire des accords avec les Palestiniens parce qu'elle existe, cette gauche-là, comme il existe des Palestiniens qui veulent absolument la paix, qui sont contre le Hamas, qui ne rêvent pas d'égorger des Juifs dans leur sommeil, eh bien ces personnes-là, il faut leur donner une voix et il faut les relayer ici en Occident. Alors, il y a la question sémantique sur laquelle on n'est pas tellement revenu. J'ai vu sur ton Twitter que tu partageais un extrait d'un passage télé dans lequel tu disais « le sionisme n'est pas un gros mot ». Est-ce que tu peux nous réexpliquer? Il y a un gros débat aujourd'hui sur le terme sionisme, puisque le sionisme, pour la majorité des gens et surtout des juifs, c'est l'établissement d'un foyer juif. C'est-à-dire le fait que les juifs, en tant que peuple, ont le droit à l'autodétermination et le droit à une terre. Et c'est la première incompréhension qu'il y a entre la société juive et le reste du monde, c'est que les juifs sont une religion, mais c'est aussi un peuple. Et peu de gens comprennent qu'on peut avoir cette appartenance en même temps à la communauté nationale française, mais aussi une appartenance à une autre communauté qui est une ethnie qui est le peuple juif. Et le peuple juif en tant que peuple a le droit, comme tous les autres peuples, à l'autodétermination. Ensuite, cette autodétermination, elle s'est faite en partie au détriment des Palestiniens. Et donc, ça crée un problème politique, ça crée le problème des réfugiés palestiniens, et on doit
chercher une solution, on a une responsabilité morale. Les personnes en Israël ont une responsabilité morale de régler une fois pour toutes ce problème des réfugiés palestiniens, puisqu'il a été causé par l'établissement d'Israël. Est-ce qu'il a été causé et la faute revient à 100% à Israël? Non, encore une fois, parce qu'il y a eu énormément de questions politiques qui se sont jouées pendant des dizaines et des dizaines d'années avant l'établissement d'Israël, et les Anglais comme les dirigeants arabes de l'époque portent aussi une grande responsabilité. Mais maintenant, l'état de fait aujourd'hui actuel est qu'il y a une partie de la responsabilité morale qui repose sur les Israéliens, notamment les dirigeants israéliens, et il faut trouver une solution. Donc ça, le sionisme en soi, c'est l'existence d'une société juive qui est garantie en Israël et qui est garantie notamment en termes de sécurité. C'est-à-dire, et c'est là où se pose le problème, en termes souvent démographiques. Et c'est là que se pose tout le problème, c'est qu'Israël veut en même temps être une société juive et en même temps une société démocratique, mais veut garantir une démographie juive sur son territoire. Et est-ce que tu as un avis sur la territorialité? Tu parlais de territoire, sur la délimitation des frontières, on parle beaucoup des frontières de 47. Est-ce que tout ça, c'est des choses qui sont crédibles ou qui sont trop difficiles à porter en France, ou en tout cas ou carrément pas concevables à l'heure actuelle pour toi? Il y a eu des dizaines de plans proposés par même des rabbins dans les colonies. Il y a eu des plans proposés par des dirigeants palestiniens, par des diplomates. Donc, je ne porte pas la solution, moi, personnellement. Par contre, je pense que la solution vient des personnes qui vont reconnaître le droit du sionisme à exister, de l'État d'Israël à exister. Et ces personnes qui, de l'autre côté, se drapent dans une posture qu'ils vont appeler antisioniste, pour moi c'est une posture vaine, puisqu'encore une fois, la société israélienne ne va nulle part et la société israélienne ne renoncera pas à la particularité juive de son pays. Et c'est pour ça que je pense que la moins pire des solutions aujourd'hui, même si elle reste de plus en plus difficilement faisable à cause de la colonisation, c'est la solution à deux États. Puisque si on regarde les sondages qui sont faits dans la société israélienne et la société palestinienne, la première réponse de chaque côté, c'est un seul État à nous. Mais la deuxième réponse de chaque côté, c'est bon, ok, deux États. Mais l'État binational que vont prôner certaines organisations aujourd'hui ici apparaît très très bas dans la liste des personnes des deux côtés aujourd'hui. Alors, si on revient un petit peu en France, est-ce que aujourd'hui tu te sens bien représenté par les différents politiques? On a fait un petit tour du côté de Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce que dans l'ensemble, tu as l'impression que la manière dont chacun appréhende le sujet est pertinente, ou alors que ça vire vraiment du côté de la posture et du jeu pour se faire mousser soi-même, et que du coup ça laisse un peu de côté les différentes communautés ici? Personnellement, je me sens totalement orphelin politiquement, puisque j'ai d'un côté une gauche qui, à mes yeux, ne se saisit pas de l'ampleur du problème qu'est l'antisémitisme en France, ne comprend pas, il y a même un problème de langage, juste de saisir ce qu'est le judaïsme, ce que sont les juifs, ce qu'est l'antisémitisme et son histoire et les formes que ça prend. Je pense qu'on part de très très loin, il y a une éducation à faire. Je salue toutes les personnes qui commencent à déblayer le terrain, que ce soit les militants ou certains dirigeants politiques, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Et de l'autre côté, je sais que cette situation-là va être instrumentalisée. Et elle va être instrumentalisée, ils vont très bien défendre les juifs, mais parfois à des fins qui sont racistes. Et ce n'est pas non plus ces personnes-là que je veux avoir comme représentants. Tu penses à qui, par exemple, à Zemmour, notamment, qui s'était illustré sur cette question de l'instrumentalisation, ou à la droite en général? Oui, la droite et l'extrême droite aujourd'hui se sont saisis de la question de l'antisémitisme et ils font parfois certaines choses très bien. Je pense même que le gouvernement actuel, dans ses politiques sur l'antisémitisme qu'ils appliquent, sont quand même relativement bien faites. La majorité des lois sont bien faites. Par contre, ce sont les questions de la sécurité des juifs au quotidien dans les universités, quand justement ce n'est pas l'État qui fait la loi, mais des petits microcosmes différents dans lesquels souvent les juifs ne se sentent pas en sécurité. Et l'extrême droite récupère aussi bien souvent ces questions-là pour dresser le portrait d'un autre ennemi qui serait l'arabe, le musulman, l'immigré, qui amènerait avec lui l'antisémitisme, qui pour moi est aussi une folie, puisqu'en fait, bien qu'il existe différentes formes de l'antisémitisme même de Jean-Luc Mélenchon est pour moi un antisémitisme qui représente très bien l'antisémitisme vieille France et pas du tout un nouvel antisémitisme comme certains en ont parlé. Quand
Jean-Luc Mélenchon fait référence au peuple juif qui tue Jésus, ce n'est pas un antisémitisme musulman ou islamo-gauchiste, c'est vraiment un antisémitisme français. Il faut lutter sur ces deux fronts et aujourd'hui, chacun est très fort pour accuser l'antisémitisme de l'autre, mais pas voir celui qui est en son sein. Et oui, et aussi, j'ai pas envie d'être représenté par des personnes qui sont, par ça, racistes. Sur la coexistence de la communauté juive avec une communauté arabe, entre guillemets, est-ce que tu sens que depuis le 7 octobre, il y a un changement, il y a une polarisation, il y a une friction particulière ou ça aussi c'est instrumentalisé et monté en épingle par les différentes chaînes de télé et les médias? Non, ça a toujours été un sujet. Israël a toujours été un sujet avant le 7 octobre, encore plus depuis le 7 octobre. Mais Israël a toujours été un sujet entre les communautés juives et les communautés musulmanes. Je pense qu'au contraire, il faut crever l'abcès. Dans nos rencontres, il faut créer des espaces de rencontre dans lesquels on peut discuter de ces sujets-là et justement s'écouter mutuellement. Il est encore une fois naturel qu'une personne arabe, musulmane s'identifie plus aux Palestiniens qu'aux Juifs et inversement qu'une personne juive de France s'identifie d'abord en premier lieu plus aux Israéliens qui sont ses proches qu'aux Palestiniens d'en face. La question c'est une fois qu'on se rend compte et qu'on écoute le ressenti de l'autre, comment on peut construire un destin politique ensemble où on n'a pas à renoncer à nos idéaux politiques, on n'a pas à renoncer à ce qu'on pense du conflit, mais par contre on peut discuter. Et ça c'est la première étape et la première étape n'est pas encore assez faite aujourd'hui. Et à notre petite échelle, dans ma communauté, avec les personnes qui y sont proches, on a fait venir des imams, on a des organisations qui viennent, qui font du dialogue interreligieux, intercommunautaire, et où c'est un sujet qu'on ose aborder et on ne demande pas à l'imam qui rentre dans notre synagogue de renoncer à son soutien à la Palestine. Au contraire, on veut qu'il nous explique pourquoi et on en parle ensemble et on veut aussi qu'ils comprennent pourquoi les Juifs sont proches d'Israël et pourquoi c'est jamais tout noir ou tout blanc d'un côté comme d'un autre. Est-ce que tu as peut-être ma dernière question, et là je tente quelque chose, mais est-ce que tu n'as pas l'impression au fond qu'il y a une double instrumentalisation de la part de ce que tu appelles la vieille France, c'est-à-dire que cette France et cette vieille Europe chrétienne qui a massacré les Juifs dans les années 40 se retrouve aujourd'hui avec un problème manifeste avec les populations musulmanes sur son propre territoire et monte en épingle un conflit entre deux communautés en se retirant et en regardant ça d'un point de vue un peu jugeant, extérieur et supérieur. Il y a une tendance du pouvoir en place à instrumentaliser les Juifs en les montrant comme la bonne minorité qui ne fait pas de vagues pour les opposer à la mauvaise minorité. Alors, je vais reprendre ce que je me suis... Après les avoir massacrés quand même. Oui, c'est ça. Il y a une tendance aujourd'hui par le pouvoir en place à instrumentaliser les Juifs en les présentant comme la bonne minorité, à opposer à la mauvaise minorité, puisque la bonne minorité, elle n'est pas très nombreuse, elle ne fait pas de vagues, elle demande juste la sécurité, et il y a la mauvaise minorité puisqu'ils sont plus nombreux, ils sont plus voyants, et du coup ils demandent plus de choses, et eux, ce serait l'ennemi, puisque regardez, eux, les Juifs, eux, ils se sont bien intégrés. Donc on peut avoir cette instrumentalisation qui existe aujourd'hui, et moi, je n'ai pas envie de servir à ça. Et à l'inverse, je pense que c'est aux dirigeants communautaires de chaque côté de faire le travail. Il y a un problème d'antisémitisme qui existe en France et qui a ses particularités selon chaque endroit et selon chaque communauté, parce que l'antisémitisme est en fait encore aujourd'hui un ciment de l'Occident. Ça a construit l'Occident, ça a eu 2000 ans pour infuser. Et donc, c'est un travail de déconstruction systématique à faire, comme on l'a fait pour le racisme, comme on l'a fait pour le sexisme. Il y a un travail de déconstruction de l'antisémitisme à faire qui n'est pas encore fait. Et c'est un vocable que la gauche et l'extrême gauche pourraient totalement avoir s'ils étaient capables de prendre un petit peu de recul justement sur ça. Et tant que ce travail n'est pas fait, on aura toujours un dialogue de sourds. Merci Émile Ackermann. Merci beaucoup de m'avoir reçu.